bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Je vous présente tout de suite mes deux premiers invités. On va parler du monde musulman. Olivier Roy, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'islam politique et vous venez d'écrire un livre intitulé Le croissant et le chaos. Emmanuel Todd, vous êtes historien, anthropologue aussi. Oui, historien, anthropologue, sont mes deux raisons sociales. Vous êtes l'auteur avec un démographe, Youssef Courbedj, du Rendez-vous des civilisations. Alors, vous êtes tous deux hostiles au concept dominant du choc des civilisations, le concept de Samuel Huntington, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. En tout cas, tous les deux, vous élevez contre les soi-disant blocages culturels dont serait victime le monde musulman. Alors vous, Olivier Todd... Emmanuel. C'est lui. C'est vrai que, Olivier Todd, c'est mon père. C'est votre père, effectivement. Vous, Emmanuel Todd, vous nous dites carrément, dans le Rendez-vous des civilisations, dont le titre évidemment évoque Huntington, qu'il y a une convergence entre le monde musulman et nous. Ils sont condamnés à nous ressembler, d'après vous. Condamnés, c'est pas si terrible. Mais c'est vrai qu'il y a un discours très essentialisant sur l'islam. Je pense que c'est là-dessus qu'on va tomber d'accord. Et du point de vue de la démographie, ça n'a aucun sens. On voit très clairement que l'ensemble des pays musulmans sont engagés dans un processus qu'on appelle classiquement la transition démographique, avec chute des niveaux de fécondité. Alors expliquez-nous ça, parce que la transition démographique, c'est quand même c'est simple à comprendre. Mais... Non, mais c'est des séquences historiques universelles. Tous les pays ont connu ça. Pas toute l'Afrique noire, et la plupart des pays musulmans sont engagés ou ont même déjà terminé, d'une certaine manière, leur transition démographique. Vous avez les indicateurs de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, s'étage actuellement dans le monde musulman de encore plus de 7 dans certains pays de l'Afrique sahélienne, mais ont atteint 2 en Iran, 2 en Tunisie, l'ensemble du Maghreb, le reste du Maghreb est un peu au-dessus de 2, c'est-à-dire des taux qui sont assez comparables à des taux occidentaux de pays développés. Alors qu'avant on pensait qu'en islam, il y avait forcément une natalité plus forte que toutes les autres religions. Il y a eu des discours disant que l'islam condamnait une forte fécondité, et ce qui apparaît, c'est qu'en fait, il y a une trajectoire normale, c'est-à-dire, et ça s'explique, ce qui est derrière la baisse de la fécondité, c'est fondamentalement la hausse des taux d'alphabétisation. C'est-à-dire que les gens apprennent à lire et écrire massivement, les populations passent des seuils, 50% des hommes savent lire et écrire, ensuite 50% des femmes, et presque mécaniquement, la fécondité baisse ensuite. Et on voit apparaître, et actuellement, si vous prenez une carte du monde musulman, pour un démographe, ce monde n'existe pas. C'est-à-dire, il y a une très très grande variété de situations. Alors, il y a une confusion qui s'établit, c'est que cette phase de transition démographique et de hausse des taux d'alphabétisation correspond le plus souvent à de la désorientation psychologique pour les populations. Ça s'est passé en Europe, c'est-à-dire que dans l'équivalent de l'histoire européenne, l'Europe a été très violente et agitée. Il faut bien voir, quand les gens s'alphabétisent, les fils savent lire, les pères ne savent pas lire, les relations d'autorité sont désorganisées dans la famille. Quand la fécondité baisse, ça veut dire que les gens commencent à pratiquer le contrôle des naissances, ça veut dire que les rapports entre hommes et femmes sont en cours de réaménagement, et donc vous avez une phase de désorientation, vous avez des crises, vous avez des phénomènes comme la révolution iranienne ou des phénomènes terroristes, et puis les choses s'apaisent. Donc il y a des pays dont on peut déjà dire qu'ils sont après leur crise. Je crois que c'est ce qu'on peut dire d'un pays comme l'Iran, mais on peut dire aussi qu'un pays comme le Pakistan est au début de sa crise. On peut faire des diagnostics assez précis parce que oui. Pour illustrer ce que vous venez de dire, on a retrouvé un reportage de l'RTF qui date de 1968. Donc dans les années 60, c'est le moment où il y a plus de la moitié d'une génération dans le Maghreb qui est alphabétisée, en particulier les femmes. Vous êtes trop tôt là. Ah oui. Vous êtes trop tôt. La Tunisie, dans votre livre, j'ai vu que c'est dans les années 60. Oui, bon, d'accord. Bon, ok. Donc faisons confiance à votre livre. Absolument. Donc vous parliez du Maghreb. Là. Non, je parlais de la Tunisie. Je suis dans la posture du savant borné, là. D'accord. Et moi, du journaliste, vous savez, c'est toujours un peu à peu près. Donc, dans les années 60, la Tunisie, il y a la moitié d'une génération qui est alphabétisée. Conséquence, 1968, dans la Tunisie, le premier planning familial du monde musulman, d'après ce que dit ce reportage. On regarde tout de suite. Elles ont quitté leur village. Elles sont descendues des collines. Au long des oueds, elles ont marché pendant des heures. Où vont-elles? Eh bien, se faire poser un stérilet au dispensaire du planning familial.
Car la Tunisienne, qui a reçu du chef de l'État le droit d'être la seule femme de son mari, le droit de divorcer, qui parfois épouse l'homme qu'elle aime, a maintenant le droit de limiter le nombre de ses enfants. Après la 5e naissance, elle a automatiquement droit à l'intervention du planning familial, et ceci sans avoir besoin de l'autorisation du mari. Pour la famille musulmane, c'est une révolution. Donc, si je vous ai bien lu, Emmanuel Todd... Je pourrais faire une remarque quand même sur le reportage. Oui, oui, bien sûr. On ne va pas rentrer de nouveau en conflit sur la Tunisie, mais l'une des choses qui sortent dans le livre qu'on a écrit avec Youssef Courbage, c'est que il est rare que le gouvernement puisse déclencher lui-même une baisse de la fécondité. Très souvent, les choses échappent au gouvernement. Par exemple, dans le cas, on étudie le cas de la Syrie, qui est un pays qui a plutôt une idéologie populationniste. La fécondité s'est mise à baisser, à des rythmes différents dans les diverses zones, mais sans que le gouvernement ait vraiment changé d'attitude. Ce que mesure le modèle du livre montre beaucoup l'autonomie du développement culturel et démographique des populations. L'État est rarement au cœur des processus. Effectivement, parce que justement, il y a alphabétisation. Dans votre séquence, il y a alphabétisation, puis il y a dénatalité, si l'on peut dire. Oui, vous dites dénatalité comme si c'était un truc terrible. Non, c'est dans ma voix que vous entendez ça? Non, c'est le mot dénatalité, pour un démographe, suggère qu'il n'y a pas assez d'enfants. Oui. Donc nous, on aurait plutôt tendance à considérer que le passage de 6 ou 7 enfants par femme à 2 est plutôt une bonne chose. Oui, vous entendez qu'il y a modernisation. Voilà. Et que fatalement, dans cette modernisation, on va moins croire en islam, comme ça a été le cas dans toutes les autres religions. Oui, la Chine a connu la même chose, la France. Absolument. Il faut bien voir, c'est très important quand on est dans ces débats. Je veux dire, il y a des occidentalistes qui veulent s'opposer à un islam et qui prétendent que certaines valeurs comme l'individualisme sont typiques de l'Occident. Mais il faut bien voir que ce que permet de mesurer la baisse de la fécondité, c'est une montée de l'individualisme dans les pays musulmans. Je veux dire, ça veut dire que les gens, les couples, décident de limiter leur descendance, prennent en main leur destin. Alors, l'une des choses qui nous pose qui amène à l'hypothèse la plus radicale en fait dans ce livre, c'est que dans tous les pays où la fécondité a baissé, il n'y a pas seulement eu hausse de l'alphabétisation, il y a eu aussi affaissement des croyances religieuses. Pour atteindre 2 enfants par femme, c'est vrai des pays catholiques, protestants, orthodoxes, bouddhistes. Or, on a des pays musulmans qui maintenant sont à 2 enfants par femme. L'Azerbaïdjan est même à 1,7. Donc, est-ce qu'on est amené à poser, en termes très prudents et modérés, je dois le dire, l'hypothèse d'une désislamisation sous-jacente? C'est là que, finalement, le thème de la convergence devient le plus fort. Puisque avant, on est dans un truc asymétrique, un christianisme qui peut évoluer vers la déchristianisation, et puis un islam qui est là pour l'éternité. Et nous, on pose la question, est-ce qu'à l'insu des Occidentaux et à l'insu des dirigeants de certains pays musulmans, c'est une question qu'on peut poser pour l'Iran par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un processus de reflux du religieux sous-jacent? Est-ce que pour autant vous allez jusqu'à prédire que la convergence va aller jusqu'à ce qu'ils vivent bientôt avec des familles éclatées, recomposées comme les nôtres, en se faisant livrer des pizzas surgelées et en regardant la Coupe du Monde de rugby? Je ne perçois pas la Coupe du Monde de rugby et la pizza surgelée comme la quintessence de la modernité. Mais la famille nucléaire réduite, séparée du groupe de parenté, oui, on y va bien sûr. Je veux dire, et par exemple, il faut bien voir que quand vous êtes les pays, on étudie toutes sortes de régions différentes du monde musulman. On étudie l'Indonésie où le statut de la femme est au départ très élevé. Mais c'est vrai que dans la zone centrale du monde musulman, le statut de la femme est assez bas et il y a ce qu'on appelle en anthropologie une tradition patrilinéaire. C'est-à-dire la famille s'organise autour des hommes et il est très important d'avoir un fils. Mais il faut bien voir que quand vous tombez à 2 enfants par femme, la probabilité de ne pas avoir de fils devient assez élevée. Et ça veut dire que si vous êtes à 2 enfants par femme, vous pouvez parler d'une explosion du système ou d'une disparition ou d'un effacement qui commence du système anthropologique traditionnel. Donc tout ça bouge et tout ça évoque effectivement une convergence. Alors Olivier Roy, quand on lit votre livre, Le croissant et le chaos, on a l'impression au contraire que le monde musulman, là aussi vous dites que c'est carrément un fantasme occidental, le monde du musulman. Ça n'existe pas, mais on a l'impression qu'il a tendance plutôt à s'éloigner de nous.
Non, c'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire, plus le monde musulman se rapproche du monde occidental quant à ses structures sociologiques, la taille de la famille, l'éducation, le féminisme, la crise entre les générations est très importante, plus la religion s'autonomise. C'est-à-dire que le religieux s'exprime en dehors de la société traditionnelle, en dehors des cultures traditionnelles. Mais un petit peu comme aux États-Unis, par exemple, l'évangélisme protestant va s'exprimer de manière beaucoup plus, va s'affirmer de manière beaucoup plus explicite, beaucoup plus fort, alors même que la société américaine a énormément changé en 50 ans. Donc on a, je dirais, une espèce d'autonomisation du religieux parce que, comme Emmanuel Todd le disait, on a une crise des sociétés traditionnelles. Donc la grande erreur que nous faisons, c'est de voir le retour du religieux comme un retour de la tradition, comme une tradition qui refuserait le modernisme, qui refuserait l'occidentalisation. Or, au contraire, ce retour du religieux, c'est une conséquence de l'occidentalisation en profondeur des sociétés musulmanes. Et ça, on n'arrive pas à le voir. Alors, ce que vous dites dans votre livre, c'est que nous, enfin, l'Occident a tendance à mettre dans le même sac et à vouloir combattre de la même manière Al-Qaïda, les talibans, le Hezbollah, le Hamas, la Syrie, l'Iran, les femmes voilées, les imams de banlieue. Et vous dites que tout ça n'a absolument rien à voir. C'est, encore une fois, ce monde-là n'existe pas. Oui, parce que vous avez des problèmes, disons, de fond, qui sont ceux dont on parle en ce moment, c'est-à-dire la transformation des sociétés musulmanes, l'occidentalisation des sociétés musulmanes. Et puis vous avez des crises qui sont des crises politiques, profondément politiques. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit de civilisation. C'est deux peuples qui luttent pour une même terre. Bon, ce conflit, il a une date, il a une origine, et c'est profondément politique. C'est aussi un petit peu, on pourrait le comparer avec en Irlande du Nord, catholiques et protestants, où la religion ici est seulement une étiquette, n'a rien à voir avec la croyance réelle des gens. Ce qui se passe en Irak aujourd'hui, c'est un conflit également politique. Ce qui se passe au Liban est un conflit politique. Donc nous, on a tendance à, je dirais, essentialiser tous ces conflits qui sont profondément politiques, à leur coller une étiquette culturelle, religieuse, etc. Et du coup, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'on met tout dans le même sac. Alors effectivement, l'imam de banlieue, le jeune de banlieue, le Hezbollah, le Hamas, l'Irak, le président Ahmadinejad et tout ça, on le met sous la même étiquette. Et du coup, on ne comprend rien et surtout, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que si on met ensemble tous les conflits, on n'a plus aucune réponse à chacun de ces conflits. Et du coup, on devient impuissant, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment. On est dans un discours complètement incantatoire. On parle de guerre, on parle de clash des civilisations, mais quand on est confronté à des crises réelles, Irak, Afghanistan, Israël, Palestine, nucléaire iranien, eh ben, on ne sait plus quoi faire. Donc il faut en revenir aux politiques. La stratégie américaine qui consistait à dire si on arrive à instaurer la démocratie en Afghanistan ou en Irak, elle fera tache d'huile, les pays voisins forcément auront envie de la démocratie aussi. On aurait pu dire qu'il avait non pas lu votre livre qui n'était pas encore écrit, mais il pouvait tabler sur la même la convergence. Moi, il y a des très belles pages dans le bouquin d'Olivier Roy sur l'idéologie néoconservatrice et une certaine forme de sincérité de cette vision de l'extension de la démocratie. Pour les néoconservateurs, en ce qui concerne le cœur de l'administration et de l'appareil d'État américain, moi je pense plutôt pour beaucoup de mauvaise foi. Parce qu'en fait, il y a une démocratie qui est en train de... Tout le monde s'inquiète de l'impossibilité de la démocratie dans le monde musulman. Mais en fait, il y a une démocratie qui est en train de naître dans le monde musulman, et c'est l'Iran, imparfaite. Tout le monde ne peut pas se présenter aux élections. Mais l'Iran a fait une révolution, comme la France, comme l'Angleterre du XVIIe siècle. On vote tout le temps. Il y a des basculements, il y a des mouvements d'opinion et des basculements de majorité. Et justement, le pays musulman qui appuyait sur une tradition, enfin tradition n'est pas le bon mot, sur la branche chiite de l'islam qui est la plus dynamique dans ce sens, ce pays-là justement est celui qui est ciblé par les, entre guillemets, occidentaux. Donc je trouve que dans ces interrogations sur la capacité de l'islam à produire de la démocratie, du côté américain, il y a beaucoup de mauvaise foi. Vous insistez beaucoup, Olivier Roy, sur la divergence là entre chiites et sunnites. C'est une divergence qui est en train qui prend racine. C'est-à-dire, le problème n'est pas de savoir est-ce que le chiisme et le sunnisme, depuis les origines des temps, sont opposés. Bon, le problème n'est pas de savoir est-ce que les chiites arabes sont une cinquième colonne de l'Iran. Mais de fait, aujourd'hui,
après l'intervention militaire américaine en Irak, la faille dominante dans le Moyen-Orient est entre chiites et sunnites. Et les gens, quelles que soient leurs opinions personnelles, quel que soit leur statut familial, leurs copains, avec qui est-ce qu'ils ont épousé, etc., ils sont pris dans cette logique de communautarisation parce qu'elle correspond maintenant à une faille stratégique qui devient, à mon avis, au Moyen-Orient aujourd'hui, plus importante que le conflit israélo-palestinien. Alors, moi, je ne sais pas, il y aurait des choses dans notre livre qui pourraient aller dans le sens de cette thèse, finalement, puisque l'une des choses qui sort, c'est que c'est vrai que les régions de chiites manifestent une dynamique de transition accélérée par rapport aux autres. Je veux dire qu'on se place au... Ils convergent plus vite. C'est-à-dire ça va plus vite. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Iran, qui est chiite, est maintenant en avance sur la Turquie. On pense souvent à la Turquie comme un pays laïque, mais avant d'être un pays avec des traditions laïques, c'est un pays de l'islam sunnite. Et l'Iran est très en avance. Moi, j'aurais tendance à... Donc on pourrait tirer de notre livre des choses qui vont dans le sens de ce que dit Olivier Roy. J'aurais tendance à être moins pessimiste aussi. Et puis, je trouve, sa vision du clivage me paraît exagérée. Et puis surtout, elle n'évoque peut-être pas la façon dont les Américains ont instrumentalisé d'une façon cynique, abominable, et ont en fait, avec l'air de prendre, maintenant ils prennent des airs de pucelles effarouchées en disant c'est affreux ce qui se passe en Irak entre sunnites et chiites, mais c'est une guerre civile qui a été sciemment déclenchée par les Américains. Donc moi, j'ai l'espoir qu'un jour les deux branches de l'islam se réconcilient pour bouter les Américains hors d'Irak. Alors, quand vous parlez tous les deux, on se demande si vous parlez de la même temporalité, parce que quand on parle de démographie, forcément, les mouvements sont quand même plus lents que quand on parle de politique. Est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour les 30 prochaines années là Comme vous le dites, c'est une question de temporalité. Si on raisonne en termes d'une génération, là je serais d'accord avec Emmanuel Todd, le conflit chiite-sunnite n'est pas un conflit structurel, c'est pas un conflit de civilisation. Si on raisonne en politologue, quelqu'un qui est plus le nez sur les crises actuelles, je pense que c'est une crise qui va s'accroître dans les 5 ans à venir. Donc tout dépend si on parle sur les 5 ans qui viennent ou si on parle au sujet de la génération qui va nous suivre. Je crois vraiment que ces problèmes de temporalité sont fondamentaux et c'est vrai que la démographie ne me permet pas de dire mécaniquement on est à 2 enfants par femme, c'est bon, tout va bien. Je crois qu'il faut combiner les deux approches. C'est-à-dire que quand on étudie le cas d'un pays comme l'Iran, il faut tenir compte de l'histoire politique. C'est-à-dire ce qui permet de penser que l'Iran est après sa crise de transition et qu'on s'inquiète très exagérément de la question du nucléaire iranien, c'est parce qu'on a aussi la séquence politique. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution, il y a eu un thermidor après cette révolution, ça a été un peu brouillé par la guerre Irak-Iran, mais en combinant ce qu'on connaît de la conjoncture politique et l'état des indicateurs démographiques, je pense qu'on peut arriver à un diagnostic assez sûr et dire, par exemple, pour l'Iran, c'est bon. De même, le Liban. Actuellement, tout le monde, on sent qu'il y a des forces extérieures au Liban qui s'efforcent de relancer des conflits intercommunautaires. Mais les indicateurs démographiques ont convergé, les chiites, qui sont la base sociale du Hezbollah, ont rattrapé, en fait, en termes de basse fécondité, ont pratiquement rattrapé les groupes chrétiens et sunnites. Et on doit pouvoir arriver à un diagnostic, et je pense que les gens qui veulent relancer les conflits intercommunautaires risquent d'avoir des difficultés, peut-être même on peut espérer qu'ils seront déçus, que ça ne va pas marcher, parce que c'était avant, dans la phase de transition, ce qu'on appelait la guerre civile. Vous êtes d'accord, Olivier Roy? Oui, je crois que maintenant, pour le Liban, par exemple, les chiites ont pris la place qu'ils devaient prendre, et du coup, ils se libanisent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des éléments perturbateurs, des agents de l'étranger, mais qui cherchent à retrouver un jeu libanais autonome, et que c'est quelque chose sur lequel il faut jouer, au lieu de constamment, par exemple, renvoyer le Hezbollah à son alliance iranienne.